Dans l'actualité ce soir, une réforme sur la pointe des pieds. Nicolas Sarkozy reporte de plusieurs mois le projet de remodelage des collectivités territoriales, départements, régions, communes. Édouard Balladur rendait ses propositions aujourd'hui. C'est fait, la grève est terminée en Guadeloupe. Le LKP a signé l'accord. Il obtient gain de cause sur la plupart des revendications. Et c'est maintenant l'île de la Réunion qui appelle à une grève générale à partir de mardi. Le calvaire d'un enfant à Millau, un garçon de 7 ans a été enfermé, séquestré, battu par ses propres parents. Pendant des années, il n'est jamais allé à l'école. Son père et sa mère ont été écroués. La Suisse et son secret bancaire ébranlés par la crise financière. La Confédération redoute de figurer sur une liste noire au prochain G20. C'est toute l'économie du pays qui est en question. Notre enquête sur place. Les promesses médicales de l'œil bionique. Une expérience menée partout dans le monde a permis à un aveugle de revoir la lumière. 18 patients en sont déjà équipés. Enfin, c'est l'une des images du jour, le retour de Michael Jackson. Première apparition publique depuis 3 ans. À 50 ans, endetté, diminué, mais souriant, il annonce une série de concerts cet été à Londres. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est urgent d'attendre. Nicolas Sarkozy a donc décidé d'avancer très prudemment vers la réforme des collectivités locales. Au départ, l'idée était pourtant ambitieuse, simplifier le fameux millefeuille administratif, État, région, département, collectivités de communes. Mais les propositions d'Édouard Balladur, rendues aujourd'hui, effraient déjà les élus locaux. Rien ne se fera donc avant l'été. Michael Darmon, Alain Dubas. Il est temps de décider, c'est le titre du rapport du comité Balladur. Nicolas Sarkozy ce matin en propose un autre, pas la peine de se presser. Car en installant le comité Balladur en octobre dernier, le président sait que cette réforme est classée sensible. À la clé, la fusion sur la base du volontariat entre départements et régions pour réduire les dépenses de l'État. Une semaine avant la remise du rapport Balladur, des fuites laissent supposer le passage de 22 à 15 régions. La Picardie et la Bretagne actuelle disparaîtraient de la carte. C'est le tollé. On doit rester comme on est, c'est tout. L'Île-de-France, ça n'a rien à voir avec la Picardie. Non, je vois pas. Est-ce que ça mettrait Nantes plus capitale? Je trouve que Rennes est très bien comme ça. Et il y a le Parlement de Bretagne, il y a tout ce qu'il faut et voilà. Une polémique qui agace Édouard Balladur. J'ai vu fleurir des cartes dans tous vos journaux. Est-ce que les Picards sont inquiets? Est-ce que les Bretons sont satisfaits? Est-ce que les Auvergnats sont mécontents? Enfin, véritablement, à quoi sert de vous informer si vous n'en tenez aucun compte? Je vous pose la question. Pourtant, il est bien question de prudence, de coup de frein même sur le projet du Grand Paris. Pour Pierre Mauroy, le président s'installerait dans un tempo mitterrandien. On a eu l'impression qu'il ne voulait pas précipiter le mouvement, qu'il voulait se donner du temps. Pour le reste, on a remis le rapport. Il a précisé les points avec lesquels il était d'accord, mais bon, on n'a pas abordé le fond, quoi. Mais enfin, grosso modo, il accepte tout à fait le rapport, quoi. Et voilà un nouveau dossier compliqué pour François Fillon, chargé de trouver un consensus sur une réforme qui avance sur la pointe des pieds. Autre titre de l'actualité, la grève en Guadeloupe, cette fois elle est bel et bien terminée. Après 44 jours de conflit, l'accord est signé. On va en voir le détail dans un instant car il satisfait pratiquement toutes les revendications exprimées au départ. D'abord l'ambiance sur place, Valérie Lerouge, José Boulestex. Élie Domota salué comme un héros hier soir. Il a incarné le mouvement durant 1 mois et demi et les milliers de Guadeloupéens qui l'ont suivi sont fiers de leur victoire. Ça fait 44 jours qu'on vit quelque chose d'exceptionnel. On vit l'émergence d'une nouvelle Guadeloupe. Une Guadeloupe vers un chemin plus équitable. Je suis fière d'être guadeloupéenne aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi justement de voir tout ce monde qui s'est soulevé en même temps pour une même cause. L'accord signé entre le collectif et les représentants de l'État compte 165 points. Sur les salaires bien sûr, mais aussi sur les prix de l'eau, de l'essence ou encore pour l'embauche d'enseignants. De quoi lever la grève, mais pour le LKP, le combat n'est pas terminé. Nous avons franchi une première étape, mais la crise en elle-même, on est dedans. Il s'agit aujourd'hui, les Guadeloupéens aspirent à transformer leur vie. Mais pas seulement leur vie avec 200 € et puis une baisse du pouvoir d'achat, mais à changer leur vie tant sur le plan individuel que collectif. Conséquence de l'accord, beaucoup de salariés ont repris le chemin du travail ce matin. Ça fait quand même 44 jours qu'on n'a pas travaillé, il fallait qu'on reprenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mouvement-là, vous? Oh, c'était dur, mais c'était bien quand même, sa victoire.
Mais dans les hôtels et les centres commerciaux notamment, la grève se poursuit pour négocier, entreprise par entreprise, les hausses de salaire évoquées dans l'accord. Cette commerçante n'y échappera pas, elle devra augmenter prochainement son unique employé. Je vais devoir le faire, tout simplement, mais bon, c'est normal puisque le coût de la vie est très élevé et malheureusement on doit suivre. Enfin malheureusement, heureusement, j'en sais rien. D'autres patrons rechignent à augmenter leurs salariés. Ils craignent d'abord pour la survie de leur entreprise. Près de 900 sociétés seraient proches du dépôt de bilan suite à la grève. Bonsoir Julien Beaumont, vous êtes en direct de Pointe-à-Pitre. C'est l'heure des comptes. Que contient exactement cet accord qu'ont gagné les Guadeloupéens ? Alors de cet accord Jacques Bignot, on retiendra principalement cette hausse des bas salaires de 200 €. Avec comme suit l'État qui va verser 100 €, les collectivités locales 50 et enfin les entreprises 50, et c'est là tout le problème car toutes n'ont pas encore accepté de verser cette somme. Enfin, cet accord compte aussi sur le prix par exemple de l'essence, moins 40 à 43 centimes, sur les frais bancaires, moins 5 à 10%, ou encore sur le prix de l'eau, moins 10%. Un accord avec 165 points, sont également concernés le gaz, l'électricité, les transports urbains. Et puis on verra bientôt apparaître en Guadeloupe de nouveaux panneaux en français et en créole. Julien Beaumont à Pointe-à-Pitre. Merci Julien. Et ce matin, le ministre du Budget, Éric Woerth, estimait sur RTL que les mesures au territoire d'outre-mer représenteraient cette année 200 à 250 millions d'euros pour le budget de l'État. Une estimation peut-être provisoire car le conflit se déplace maintenant à La Réunion. Un appel à la grève générale et reconductible contre la vie chère et pour des hausses de salaire a été lancé par un collectif à l'issue de 2 manifestations à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Plusieurs magasins ont été contraints de fermer leurs portes. Et puis en marge de ces défilés, la police a dû intervenir pour évacuer un barrage installé sur la route du littoral à l'entrée de Saint-Denis. On en vient à cette découverte des services sociaux à Millau dans l'Aveyron. Faut-il évoquer l'alcool, la perte de repères? Pendant des années, un enfant a donc été séquestré, enfermé dans une seule pièce et battu par ses parents. Il baignait dans son urine lorsqu'il a été découvert. Le couple a été mis en examen et écroué. Hélène Vergne, Frédéric Guibal. Le jeune Dylan, 7 ans, a vécu dans cette chambre plusieurs années, reclus, enfermé par ses parents. Pour tout décor, ce matelas imbibé d'urine, des volets constamment fermés, une porte verrouillée de l'extérieur. Une maltraitance que dénonce aujourd'hui la grand-mère maternelle. Ce que je voudrais, c'est qu'elle aille en prison. Qu'elle aille en prison quelque temps pour qu'elle se rende compte de ce qu'elle a pu faire. Une mère visiblement passive devant les coups portés par son compagnon. Dans le quartier sur les hauteurs de Millau, le couple n'entretenait aucune relation de voisinage. Ouais, j'étais bruyant, mais bon, pas bon, des fois, pas, comme des fois des couples qui se disputent, quoi, mais sans plus, quoi. Un enfant, voilà, qui soi-disant avait des problèmes de comportement, c'est ce qu'il disait, mais c'est tout. Le premier signalement des services sociaux date d'octobre 2007, à l'occasion de la naissance du 2e garçon. Suivra une année d'enquête. Puis face au refus des parents de répondre aux convocations judiciaires, la police interviendra mardi. C'est une famille qui n'est pas du tout marginale. C'est une famille dans laquelle le père travaille, il a un emploi de maçon. La mère est femme au foyer. C'est une famille donc, qui avait des revenus, qui bénéficiait également d'allocations. Ça n'est pas une famille qui était connue des services sociaux auparavant. Mise en examen à écrouer, le couple encourt des peines de 10 ans d'emprisonnement. Des examens médicaux approfondis seront pratiqués sur les enfants, aujourd'hui placés en famille d'accueil. En bref, un accident de car sur l'autoroute A9 près de Perpignan. Il transportait des adolescents de la région bordelaise qui revenaient d'un séjour en Espagne et il a été percuté sur la bande d'arrêt d'urgence par un poids lourd. Il y a 8 blessés. Une jeune fille de 16 ans se trouve dans le coma ce soir. Le chauffeur s'était arrêté pour vérifier la fermeture d'une soute à bagages, a-t-il expliqué. Peut-être du nouveau pour Florence Cassé, cette Française détenue au Mexique. On l'évoquait hier. Le président mexicain Felipe Calderón a ouvert la porte à un possible transfert en France. Aurélia Guillemin, Samuel Humez avec notre bureau à Lille. Bernard Cassé vient de passer 45 minutes avec le président de la République. Un entretien inespéré, dit cet homme, qui depuis plus de 3 ans se bat pour la libération de sa fille Florence. Il nous a confirmé qu'il ferait tout pour la sortir et que le cas de Florence faisait partie de ses priorités lors de son voyage au Mexique. Condamnée à 60 ans de prison pour association de malfaiteurs et enlèvement, Florence Cassé, incarcérée au Mexique, a toujours clamé son innocence.
Pour la première fois, le président mexicain a fait un premier pas en ne s'opposant plus à son transfèrement vers la France. J'ai manifesté au président français la volonté du gouvernement mexicain d'appliquer les résolutions du traité de Strasbourg entre la France et le Mexique pour qu'une fois que cette condamnation sera définitive, si c'est le cas, nous explorions la possibilité pour cette citoyenne de purger sa peine en France. Si c'est pour exécuter 20 ans dans une prison française, il est hors de question. La demande première de Florence et de la famille, c'est d'appliquer la constitution mexicaine qui donne au président Calderón le pouvoir de la gracier. De sa prison mexicaine, Florence Cassé, 34 ans, se dit aujourd'hui à bout de force, tant physiquement que moralement. La justice encore, avec une journée importante au procès d'Ivan Colonna. Importante parce que la Cour a entendu aujourd'hui les principaux témoins à charge qui avaient mis en cause Ivan Colonna pendant l'enquête. Il s'agit des femmes, des épouses des membres présumés du commando. Eh bien, elles sont en partie revenues sur leurs déclarations. Sur place, Dominique Verdaillan, Mathieu Drejoux. Un nouveau procès dont elles se seraient bien passées. Leurs maris ont été condamnés définitivement pour l'assassinat de Claude Érignac. Il y a une pression ? C'est toujours impressionnant de revenir dans cette salle où mon mari a été condamné à perpétuité. Mais c'est de leur propre déclaration dont il est question. En garde à vue, elles ont parlé, cité des noms, celui d'Ivan Colonna. Aujourd'hui, machine arrière, je l'ai accusé à tort, les policiers m'ont lu des procès-verbaux. Déstabilisés, j'allais dans leur sens. Michel Alessandri est au bord du malaise. L'audience est suspendue. J'étais dans la fosse au lion pendant 3 heures, c'est bon. Autre épouse, même défense. J'étais sous le choc, on m'a montré des procès-verbaux, des noms y étaient écrits. Vous n'êtes pas crédible, assène l'avocat général. Pour la partie civile, ces femmes n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, ça serait un courage incroyable de dire que ce qu'elle a dit est la vérité, et personne ne peut lui reprocher de ne pas le dire. Mais moi, je reste dans mes convictions. Les proches d'Ivan Colonna espèrent encore un acquittement, mais ses avocats sont plus sceptiques, voire défaitistes. Ils ont décidé de condamner. On le sait. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Après les témoins de la scène du crime qui n'ont jamais reconnu Ivan Colonna, ces nouveaux témoignages renforcent la défense dans sa conviction d'une machination policière. Résultat, la défense envisage dès lundi de redemander une reconstitution. L'économie avec cette nouvelle réponse de la Banque centrale européenne face à la crise. Elle abaisse une nouvelle fois son taux d'intérêt principal d'un demi-point à 1,5%. Jamais il n'a été aussi bas depuis le lancement de l'euro il y a 10 ans. La Banque centrale très pessimiste qui prévoit un recul de la production de 2,7% dans la zone euro en moyenne cette année. Est-ce une conséquence de la récession? En tout cas, les magasins de déstockage alimentaire se développent partout en France. De quoi s'agit-il? D'enseignes qui achètent à l'industrie ou à de grands magasins des aliments qui sont retirés des rayons car trop proches de la date de péremption. Reportage Fabien Chadeau, Bernie Merriot. Des produits 2 fois moins chers que dans un supermarché classique ou même que chez les discounters. La formule fait recette. Dans cet établissement, à côté de Rennes, les clients affluent. En temps de crise, ils traquent la moindre économie. Moi, c'est le prix avant tout, parce qu'en ce moment, c'est pas évident pour tout le monde. Et puis, les salaires sont tellement bas et la vie tellement chère qu'on n'a plus vraiment le choix. Faire des économies, tout simplement, peut-être pour le mettre dans autre chose. On va être consommé autrement. Pour casser les prix, la recette est simple. Des locaux qui ressemblent à des hangars, souvent en périphérie des grandes villes, mais surtout la vente au rabais de produits en surplus. Un producteur fabrique pour ses clients. Il produit toujours un peu plus parce que pour éviter les ruptures disons, d'approvisionnement de la grande distribution, il reste toujours des produits sur le carreau et c'est ces produits-là qui nous intéressent en fait. Problème, certains établissements ont récemment franchi la ligne jaune en laissant dans leurs rayons des produits périmés. Les déstockeurs assurent pourtant que toutes les précautions sanitaires sont prises. Le produit à la date, s'il est invendu, il est détruit. Il est détruit dans son intégralité. Il ne reste pas. Maintenant, qu'une barquette soit oubliée, c'est des choses qui peuvent arriver. Je ne dis pas le contraire. Dans l'alimentaire, le déstockage n'est pas sans risque, mais cette pratique n'a pas fini de s'étendre. Il y a déjà plus de 150 magasins qui se livrent à cette pratique. Depuis plusieurs mois, dans le commerce, les professionnels suivent les nouvelles habitudes de la consommation de crise.
Et voilà qui nous amène au résultat de la question de la semaine que nous vous proposons chaque lundi sur france2.fr. Je vous en rappelle l'intitulé cette semaine. Ressentez-vous personnellement les effets de la crise dans votre quotidien? Eh bien voici le résultat. Oui 61,4, non 38,6. Et vous nous dites souvent dans vos courriels que le budget alimentaire notamment s'en ressent. Vous avez été près de 10 000 à nous répondre. Merci à tous. La crise qui est en train d'ébranler l'une des fondations de l'économie suisse, le secret bancaire. Montré du doigt, notamment suite à l'affaire Madoff, les Suisses s'interrogent et redoutent de figurer sur une liste noire au prochain G20. La Suisse à la croisée des chemins. Enquête sur place, Lionel Feuerstein, David Dameda. C'est d'ici que tout est parti. Pendant 6 ans, aux États-Unis, certains clients américains d'UBS se sont vus proposer des solutions pour frauder le fisc. La banque suisse a déjà livré 250 noms. Hier, elle appelait des coupables devant le Sénat. Nous regrettons d'avoir enfreint les lois américaines. Les Américains demandent encore les dossiers de 48 000 clients. Si l'UBS accepte, ce sera la fin du secret bancaire suisse. Sur les rives du lac Léman, certains y voient une atteinte à l'honneur national. Je pense que la Suisse n'a pas grand-chose, donc le secret bancaire, c'est une bonne chose pour nous. C'est une tradition suisse. Et puis, c'est pas là, il n'y a pas que la Suisse qui a un secret bancaire. Cette spécialiste de la finance a longuement enquêté sur UBS. Pour elle, la banque est allée beaucoup trop loin dans l'aide aux fraudeurs. Un code secret avait même été inventé pour passer des ordres. Par exemple, orange voulait dire euro, vert voulait dire dollar, signe voulait dire 1 million. Donc il y avait des noms de code pour pratiquer toutes les transactions qui n'étaient pas légales au point de vue du droit américain. À Berne, certains responsables politiques pensent que la ligne jaune a été franchie. Pour eux, la Suisse est condamnée à évoluer et à renoncer à son secret bancaire. C'est probablement une direction dans laquelle il faut aller parce que ça permettrait de repositionner la Suisse à l'échelle internationale, de faire en sorte que nous passions de ce rôle de frein à un rôle de moteur et de contribuer à moraliser la finance internationale. La droite majoritaire craint surtout un affaiblissement de la place financière. La catastrophe économique, ce serait que d'autres pays continuent à faire les choses qu'ils font aujourd'hui et qu'on nous oblige, nous, à respecter des règles que d'autres ne respectent pas. Mais pour certains, le mal est déjà fait. Ce spécialiste des circuits financiers nous montre la une d'un journal chinois. Ce que la Suisse perd, Singapour le gagnera. Certains clients sont inquiets, même des clients qui n'ont pas de problèmes fiscaux, objectivement, parce qu'ils se disent, bah, tiens, c'est un petit pays qui résiste mal. Moi, je n'ai guère de problème si on décide de mettre la Suisse sur la liste d'un paradis fiscal. Comment éviter de figurer sur la liste noire des paradis fiscaux tout en conservant le secret bancaire? C'est l'équation impossible à laquelle est confrontée la Suisse. Face à la pression internationale, sa marge de manœuvre s'amenuise de jour en jour. On reste à l'étranger avec la réplique du président soudanais Omar al-Béchir au mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. On en parlait hier. Il s'en prend aux États-Unis et à l'Europe. Il dénonce le colonialisme et expulse les ONG qui travaillent au Darfour. Gilles Rabin. Nous, Soudanais, nous sommes fiers. Ni la guerre ni la mort ne nous font peur. Le Soudan est à nous, dit la chanson. C'est la réponse politique d'Omar el-Béchir, une manifestation de masse en soutien au président soudanais inculpé. Nous refusons de nous soumettre au colonialisme et nous rejetons toutes les pressions économiques, politiques, diplomatiques, judiciaires. Les premières représailles, c'est l'expulsion des 10 principales ONG qui gèrent les camps de rescapés de la guerre civile du Darfour. À elles seules, elles assurent les 2 tiers des aides aux réfugiés. 400 000 personnes qui bénéficient de notre aide en nutrition, en sécurité alimentaire, en accès à l'eau potable et qui vont être en danger dans les jours, dans les semaines et dans les mois qui viennent. Pour ces bébés et pour ces enfants orphelins de la guerre civile, l'expulsion de l'ONG qui les a recueillis, c'est un quasi-arrêt de mort. Difficile d'imaginer comment ils pourraient survivre. Ils ne seront pas les seules victimes, malheureusement. Il n'y a pas de paix sans justice. Au nom de ce principe, Omar el-Béchir a été inculpé, mais ce soir, c'est plutôt l'espoir de paix qui s'éloigne. En bref, encore à l'étranger, cette nouvelle illustration de la volonté de rupture de la diplomatie américaine. Encore une, Hillary Clinton tend la main à la Russie. L'heure du réalisme a sonné, dit-elle. L'OTAN va reprendre ses relations avec Moscou. Un pas aussi en direction de l'Iran. Téhéran est convié à la conférence internationale sur l'Afghanistan qui se tiendra à la fin du mois.
Il est 20h18, restez avec nous. À suivre les promesses de l'œil bionique. En Grande-Bretagne, un homme aveugle depuis 30 ans recommence à voir la lumière. Une autre Terre existe-t-elle dans l'univers? La NASA redouble d'efforts pour rechercher des exoplanètes susceptibles d'abriter la vie. Et puis le roi déchu de la pop refait surface. Michael Jackson, 50 ans, annonce son retour sur scène à Londres. Mais d'abord, image de deux conflits en France. Le premier est celui des enseignants-chercheurs et des étudiants. Plusieurs dizaines de milliers d'entre eux ont défilé à Paris, à Lyon, Rennes, Toulouse et ailleurs. La mobilisation est en légère baisse. Le décret contesté, vous le savez, est en cours de réécriture. Mais il y a d'autres revendications concernant notamment le nombre de postes. Et puis des médecins et des personnels hospitaliers ont également manifesté dans une trentaine de villes, ici à Marseille. Alors que le projet de loi sur les hôpitaux et la santé est en cours de discussion à l'Assemblée. L'un des aspects de cette réforme porte, on l'a dit, sur les déserts médicaux. Et voici un paradoxe qui peut surprendre. La France manque de généralistes et pourtant beaucoup de futurs médecins vont étudier ailleurs en Europe car les concours français restent très sélectifs. Exemple, la Roumanie. Envoyés spéciaux Jean-François Firet, Olivier Robert. Cluj s'est habitué à leur présence. Plus d'1 millier d'étudiants étrangers venus apprendre la médecine ici, dans cette grande faculté, réputée bien au-delà des frontières roumaines. Plus d'une centaine de Français ont déjà fait le voyage. Ils n'ont même pas besoin d'apprendre le roumain. Les professeurs sont francophones. Exemple de grandeur vectorielle, s'il vous plaît. Mais pourquoi la Roumanie? Ces étudiants ont échoué aux examens en France. Cluj leur offre une nouvelle chance, mais au prix de 2 500 € l'année. C'est plus cher certes, mais on n'achète pas notre diplôme. Après les examens, on doit les passer comme tout le monde. On doit avoir des notes assez élevées pour passer en année supérieure comme tout le monde. Et voilà, on ne va pas acheter une matière pour l'avoir. La note minimum pour réussir, c'est 5 sur 10. Donc tu as 5 sur 10 dans toutes les matières. Tu réussis, tu passes à la deuxième année. C'est pas comme en France. En France, seul un nombre fixe de candidats est admis chaque année. Pas un de plus. Yassine Archaoui vient lui du Pas-de-Calais. Il est l'un des premiers Français à avoir fait le voyage. Il y a 5 ans à Cluj, c'était pas du tout comme ça. C'était plutôt comme ces chantiers, tout était en travaux. En 5e année de pédiatrie, il apprend déjà loin des salles de classe, dans les hôpitaux, auprès des malades et en roumain. Et il ne regrette pas son exil. Au contraire, il estime avoir appris beaucoup plus grâce à un enseignement moins théorique. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne perd pas la première année où en France c'est une année de concours et on perd le côté pratique, tandis qu'ici on commence déjà avec les cadavres en anatomie et le travail sur les patients. Vu de France, cet exil est préoccupant. Il remet en cause tout un système vieux de 40 ans. Ça pose un vrai problème sur qui fait des études en médecine, comment on sélectionne les médecins et est-ce qu'il ne faut pas instituer des recrutements à différents niveaux, c'est-à-dire pas tout fermer à partir du moment où vous avez échoué à la fin de la première année, c'est fini, vous ne serez pas médecin. Donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait discutable. Mais bientôt, Cluj n'accueillera plus les étudiants français à bras ouverts. Dès l'année prochaine, le nombre de places pour les étrangers sera limité et les frais de scolarité seront doublés. En instaurant une plus grande sélection, l'université souhaite ainsi préserver son prestige. En bref, à propos de santé, un nouveau revers pour les opérateurs de téléphonie mobile. Cette fois, c'est Orange qui est visé. Le tribunal d'Angers vient d'interdire la construction de 3 antennes relais sur le clocher d'une église proche d'une école au nom du principe de précaution. On en vient à cette expérience menée dans le monde entier et qui constitue un réel espoir pour certains malvoyants. Un œil bionique. 18 patients en sont déjà équipés. Il a permis à un homme qui avait perdu la vue il y a 30 ans de revoir la lumière. Laurence de Cherf. Le miracle, cet Anglais de 73 ans n'y croyait plus. Pourtant, il revoit des flashs de lumière après 30 ans dans le noir. Devenu aveugle suite à une maladie dégénérative de la rétine, Ron peut maintenant distinguer les lignes blanches sur une route ou d'autres formes lumineuses, grâce à ses yeux bioniques. Le principe des lunettes de soleil où se trouve une caméra qui filme ici la lettre E. Cette caméra est reliée à un processeur fixé sur la boîte crânienne. C'est lui qui traite l'information en stimulant des électrodes, ici en bleu, placées sur la rétine. Les électrodes stimulent le nerf optique qui transmet les images, comme la lettre E, au cerveau.
Je peux maintenant distinguer les chaussettes blanches, les chaussettes grises et les chaussettes noires. Il peut faire beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Trier le blanc et les couleurs par exemple. Je lui ai appris à utiliser la machine à laver et il y arrive. Pour les concepteurs, d'ici 50 ans, l'œil bionique permettra même sûrement aux aveugles de lire. Dans un futur plus éloigné, les gens pourront avoir un implant rétinien pour une vision meilleure ou même voir normalement. Ils sont 18 patients dans le monde, dont 2 Français atteints de la même maladie, à tester aujourd'hui cette technologie. Les sciences, une autre Terre existe-t-elle dans l'univers? De plus en plus, les astronomes se mettent à la recherche de ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire des corps qui tournent autour d'une étoile, comme notre Terre autour du Soleil. Cette quête a commencé il y a une dizaine d'années. La NASA lance demain une nouvelle sonde dédiée à ces recherches. Et dans toutes les têtes, il y a bien sûr l'idée un peu folle de trouver un jour une autre forme de vie. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nicolas Châteauneuf, Tristan Lebras. Des environs, on ne voit que lui, l'Observatoire de Haute-Provence, avec ses coupoles au milieu des collines boisées. C'est là qu'on a découvert il y a 14 ans la première planète hors de notre système solaire. Depuis, des centaines de scientifiques du monde entier se sont lancés dans la course. Aujourd'hui, plus de 330 exoplanètes ont été détectées. La plupart sont des planètes géantes gazeuses, où la présence de vie est complètement impossible. Mais ces dernières années, les techniques ont progressé et on a commencé à détecter des planètes de type grosse Terre, super Terre. Cette prochaine décennie verra certainement la détection de planètes comparables à la nôtre. Dans la salle de contrôle, les chercheurs vont croiser les données avec celles du satellite Kourou en orbite pour traquer les étoiles suspectes. Et là, on est à combien de distance de cette étoile? Quelques dizaines de parsecs. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc celle-ci, elle serait à 100 000 ou 200 000 milliards de kilomètres, à peu près. Chercher d'autres planètes, ça peut donner le vertige. Voici notre berceau, la Terre. La Terre est l'une des 8 planètes qui tournent autour de notre étoile, le Soleil. Mais le Soleil n'est pas unique, il est l'une des 100 milliards d'étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée. Le Soleil se trouve en périphérie, dans ce qu'on appelle le bras d'Orion. Mais notre galaxie n'est pas seule. Dans l'univers, elle voisine avec d'autres galaxies qui représentent elles-mêmes des centaines de milliards d'autres étoiles, et donc d'autres planètes. Pour détecter ces planètes, les astronomes dissèquent les variations de lumière des étoiles qui les abritent. Pour cela, il faut de gros moyens. Demain, la NASA va lancer un nouveau satellite baptisé Kepler pour traquer de nouvelles candidates. De préférence, pas trop près de leur étoile, où il fera trop chaud, ni trop loin, où il fera trop froid, mais dans ce qu'on appelle la zone habitable, où la vie peut éclore. Maintenant, on peut vraiment les observer en direct. À partir du moment où on fait cela, on pourra un jour, et c'est l'idée, de dire on va voir des traces de la vie comme la vie a fait des traces dans l'atmosphère de la Terre. Dans quelques années, l'humanité découvrira peut-être une autre planète que la nôtre, réunissant toutes les conditions de la vie. Mais savoir si elle abrite une civilisation extraterrestre sera beaucoup plus compliqué. On l'appelait Bambi, on l'appelait aussi le roi, la star, le numéro 1 de la pop mondiale. Michael Jackson a connu le déshonneur, la ruine. Aujourd'hui, à 50 ans, il revient. Il a annoncé il y a un peu plus d'une heure qu'il donnerait une série de concerts cet été avec un contrat faramineux et des fans, vous allez le voir, toujours en transe. Abdel Mostefa, Maris Burgo. La star vient d'arriver, avec 1h30 de retard. La voiturette? Non, pas la voiturette. La démarche est hésitante, mais elle ne refroidira pas les ardeurs d'une foule déjà en transe. Devant un pupitre de présidentiable, le roi de la pop peine à trouver ses mots. Entrecoupant des phrases confuses de mouvements qui sentent l'improvisation, il va annoncer ses derniers shows. Ce seront mes derniers concerts à Londres.
Michael Jackson fera à peine 5 minutes d'apparition sur scène. Un départ dans une gestuelle toujours aussi étrange et beaucoup d'interrogations en suspens. Premièrement, pourquoi une telle série de concerts en juillet à Londres? Est-ce pour éponger ses dettes, comme le prétend un journal britannique annonçant un chèque de 112 millions d'euros à la clé? Et d'ailleurs, Michael Jackson est-il en état de jouer sur scène? Celui qui explique sa blancheur de peau par une maladie, en est-il capable physiquement? Blanchi par la justice américaine en 2005 pour une histoire d'attouchement sur un adolescent, est-il suffisamment serein pour affronter un public de 20 000 personnes? Face à autant d'incertitudes, les bookmakers anglais, eux, prennent déjà les paris. En tout cas, la salle où il doit se produire en juillet prochain, l'O2 Arena, avec ses airs de soucoupe volante, est l'écrin parfait pour un tel extraterrestre de la pop. La mode avec déjà les collections prêt-à-porter de l'automne-hiver prochain. Ce matin, c'était la maison Balenciaga qui a présenté ses modèles. Silhouette fluide et beaucoup de drapés de satin, nous disent Estelle Collin et Olivier Robert. Quand il élabore une collection, assistant, habilleuse, tous se mettent à la hauteur. Dans ces génuflexions se trouve la solution. Et c'est ainsi qu'il dessine, depuis 10 ans, ces incroyables paysages. Des vêtements calibrés au millimètre près, héritage d'un maître de la couture, Cristobal Balenciaga. Elle est lourde quand même, hein. C'est pas mal. C'est un imprimé qui vient une fois de plus des archives, qu'on appelle une feu d'artifice. On est dans le prêt-à-porter de luxe, voilà. Ces silhouettes aiguisées, comme perpétuellement de profil, incarnent aujourd'hui le caractère d'une des plus étonnantes marques françaises. Propriété de François-Henri Pinault aux côtés de son épouse, icône hollywoodienne. Ce serait un bon scénario pour le cinéma. C'est incroyablement éblouissant et en même temps, il y a des personnages étranges, drôles, farfelus. Le plus beau des castings. Charlotte Gainsbourg, Yvon Attal, Catherine Deneuve, Salma Hayek. Pour ce personnage singulier figurant, selon le Time Magazine, comme une des 100 personnalités les plus influentes de la planète. Football, les temps décidément sont durs pour les poids lourds en Coupe de France après le PSG. Lyon est tombé hier soir face à Lille 3-2. Le but de la victoire est signé ici Fauvergue dans les arrêts de jeu pour les nordistes. Et puis on a appris la mort de l'un des plus grands spécialistes français du fait religieux et notamment de l'islam, le professeur Bruno Etienne, enseignant à Aix-en-Provence. Il avait 71 ans. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est fait, la grève est terminée en Guadeloupe. Le LKP a signé l'accord. Il obtient gain de cause sur la plupart des revendications, mais c'est maintenant l'île de la Réunion qui appelle à une grève générale à partir de mardi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h35, envoyé spécial, Guylaine Chenu, Françoise Joly. Au sommaire notamment, justement, Antilles, îles en colère. Comment expliquer cette crise? Très bonne soirée à tous. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.